Bonjour, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle séance du MOOC Philosophie et mode de vie proposé par l'Université Paris-Ouest Nanterre-La Défense. Nous arrivons désormais au tout dernier chapitre de ce cours, qui nous a conduit des origines de la philosophie, avec les figures d'Empédocle et de Socrate, à l'humanisme de la Renaissance, qui réinvoque les philosophes de l'Antiquité pour revivifier une philosophie considérée comme largement ossifiée et sclérosée. Redonner vie à la philosophie est souvent passé, à travers les siècles, par le retour à une conception de la philosophie qui donne précisément du sens à la vie, en articulant recherche du vrai et quête d'une existence humaine accomplie. Notre opinion est que c'est sur ce terreau existentiel que la philosophie peut s'épanouir à nouveau dans les spéculations les plus complexes, alors que, sans ce terreau, la philosophie prend le risque de la stérilité et du langage creux, qui n'est plus finalement qu'une caricature de philosophie. Cette caricature de philosophie, qui ne se préoccupe que de l'exactitude des distinctions conceptuelles et des formes du raisonnement sans souci ni du monde ni de soi, c'est ce que l'on a appelé, depuis l'époque moderne, au XVIIe siècle, et de façon péjorative, la scolastique. Alors même, d'ailleurs, que ce terme désigna un courant philosophique novateur qui transforma profondément la pensée du Moyen-Âge au XIIe-XIIIe siècle par un retour au texte d'Aristote, et ce, contre toute l'orthodoxie religieuse. Mais c'est bien contre la scolastique, entendue seulement comme pensée formelle stérile, que se constitua ce que l'on appela alors la nouvelle philosophie, celle de Descartes, de Gassendi et bientôt de Locke. Il est généralement considéré que l'essentiel de l'apport de la philosophie moderne réside dans le domaine de la connaissance au sens large, de la logique à la métaphysique, et dans la manière dont la révolution scientifique moderne, en médecine, en astronomie, en physique et mathématiques, a influencé la manière de comprendre la place de l'homme dans le monde comme corps et comme esprit. Or, comme nous le voyons, loin de retrouver la force vivante de la pensée des anciens par-delà la stérilité scolastique, les modernes les auraient définitivement relégués au rang de vieillerie. Davantage, et plus profondément, cet accent mis sur la théorie et non sur la pratique a fait penser, pour de nombreux interprètes, que les modernes rompaient définitivement, de ce fait, avec la conception ancienne de la philosophie, pour laquelle justement la recherche du vrai s'exerce sur le fond d'une quête de la vie bonne. Mais est-ce vraiment le cas? Le but de cette séance est de montrer que la rupture ne fut sans doute pas si grande. Nous verrons en particulier comment chez Descartes, et plus clairement encore, même si nous serons plus rapides sur ce point, chez Spinoza, nous verrons comment la philosophie continue à être pensée comme le bon moyen pour changer sa vie et la rendre meilleure. La question plus générale est alors de savoir si, par-delà les révolutions philosophiques, les variations sociales, religieuses ou politiques, il n'est pas possible de considérer la conception de la philosophie comme mode de vie comme une forme d'invariant de la philosophie. Sur la question de la rupture entre conception ancienne et conception moderne de la philosophie, il convient de revenir, comme toujours, à Pierre Hadot et Michel Foucault. À première vue, la thèse partagée par ces deux auteurs est bien que l'originalité de la pensée grecque, qui ne séparait pas théorie et pratique, et même indexait la quête du vrai sur celle de la vie bonne,
a bien été perdu chez les modernes, qui donnèrent un primat à la théorie et davantage subordonner la vie aux acquis de la science. Ce renversement s'est fait progressivement depuis les courants scolastiques du Moyen-Âge, voilà ce que l'on pense en général, mais ce serait bien avec Descartes que le tournant aurait été pris de manière irrévocable. Ce schéma, c'est celui que l'on retrouve à gros traits dans certains passages de l'un et l'autre auteur, ou plutôt, pour dire plus véritablement les choses, c'est celui que l'on attribue généralement à ces deux auteurs. Or, à y regarder de plus près, les choses ne sont sans doute pas si simples. À la fin de sa vie, Michel Foucault est revenu sur le rôle singulier de Descartes dans le passage d'une conception antique de la philosophie à une conception moderne. Or, il en offre une présentation assez nuancée. En avril 1983, voici ce qu'il dit. Il ne faut pas oublier que Descartes a écrit des méditations. Et les méditations sont une pratique de soi. Mais la chose extraordinaire dans les textes de Descartes, c'est qu'il a réussi à substituer un sujet fondateur de pratique de connaissance à un sujet constitué grâce à des pratiques de soi. Dans la culture européenne, et ce jusqu'au XVIe siècle, la question demeure: quel est le travail que je dois effectuer sur moi-même afin d'être capable et digne d'accéder à la vérité? Je pense que Descartes a rompu avec cela en disant: pour accéder à la vérité, il suffit que je sois n'importe quel sujet qui puisse voir ce qui est évident. L'évidence est substituée à l'ascèse, au point de jonction entre le rapport à soi et le rapport aux autres, le rapport au monde. Ainsi, je peux être immoral et connaître la vérité. Comme nous le voyons, ce que nous invite à penser Foucault ici, c'est que, en repartant de la pratique de la méditation, dans son œuvre majeure des méditations métaphysiques, Descartes aurait remplacé le modèle éthique de la philosophie, pratique de soi, effort pour être digne de la vérité, ascèse, moralité, par un modèle épistémologique de la philosophie, pratique de connaissance, universalité de l'accès à la vérité, évidence, immoralisme ou amoralisme de la vérité. Il revient sur ce point en janvier 1984 dans un autre entretien, et il écrit alors: par spiritualité, j'entends ce qui précisément se réfère à l'accès du sujet à un certain mode d'être et aux transformations que le sujet doit faire de lui-même pour accéder à ce mode d'être. Je crois que dans la spiritualité antique, il y avait identité, ou presque, entre cette spiritualité et la philosophie. En tout cas, la préoccupation la plus importante de la philosophie tournait tout de même autour de soi, la connaissance du monde venant après, et la plupart du temps, en appui à ce souci de soi. Quand on lit Descartes, il est frappant de trouver dans les méditations exactement ce même souci spirituel d'accéder à un mode d'être, où le doute ne sera plus permis et où enfin on connaîtra. Mais ce mode d'être est entièrement défini par la connaissance. Et c'est bien comme accès au sujet connaissant que se définira la philosophie. Pour Foucault,
Si la philosophie de Descartes est bien une forme de spiritualité, au sens où la connaissance implique que le sujet accède à un mode d'être nouveau, qui le distingue notamment de celui qui ignore ou de celui qui doute, cette spiritualité se réduit totalement à la connaissance du vrai. Or, chez les anciens, la connaissance était plutôt conçue comme le moyen d'atteindre la spiritualité, qui s'identifiait alors à une forme de souci de soi, à une pratique de transformation de soi. Sur ce même sujet, alors que Michel Foucault a tendu à insister sur les ruptures dans les continuités, Pierre Hadot, quant à lui, a plutôt voulu souligner, au contraire, les continuités malgré les ruptures. Ainsi, dans la présentation de son cours de 1984 au Collège de France, nous sommes donc totalement contemporains avec les entretiens de Michel Foucault, il écrivait : la philosophie moderne est avant tout un discours. Ceci ne veut pas dire que la philosophie moderne n'ait pas retrouvé, par différentes voies, certains aspects existentiels de la philosophie antique. Ce n'est pas un hasard, par exemple, si Descartes intitule l'un de ses ouvrages « Méditation ». Ce sont effectivement des méditations, meditatio au sens d'exercice, selon l'esprit de la philosophie chrétienne de saint Augustin, et Descartes recommande de les pratiquer pendant un certain temps. Par ailleurs, l'éthique de Spinoza, sous sa forme systématique et géométrique, correspond assez bien à ce que peut être le discours philosophique systématique dans le stoïcisme. On peut dire précisément que ce discours, nourri de la philosophie antique, enseigne à transformer radicalement et concrètement l'être de l'homme, à le faire accéder à la béatitude. Pour Hadot, si la philosophie moderne se présente surtout comme un discours philosophique, elle est aussi conçue comme vie philosophique. Hadot s'appuie, comme Foucault, sur le cas des méditations métaphysiques. Et il ajoute l'exemple, sans doute encore plus édifiant, de l'éthique de Spinoza. Texte d'une grande robustesse conceptuelle et argumentative, écrit, comme le dit Spinoza, à la façon des géomètres, more geometrico, qui n'en demeure pas moins voué à transformer la vie de celui qui se l'approprie, lequel est censé atteindre la félicité du sage, beatitudo. Hadot va donc plus loin que Foucault dans le rapprochement entre philosophie ancienne et philosophie moderne. Les modernes n'auraient pas subverti la structure de l'exercice spirituel pour lui donner une autre finalité, de la transformation du sujet à la découverte du vrai. Les modernes continueraient à se penser dans le cadre de la philosophie antique, conçue comme transformation de l'existence humaine. Cette différence nette avec la lecture de Foucault est soulignée encore davantage dans un passage de son ouvrage de Foucault « Qu'est-ce que la philosophie antique ?», où il écrit : Michel Foucault voulait faire commencer à Descartes et non au Moyen-Âge la théorétisation de la philosophie. Si je suis d'accord avec lui lorsqu'il dit, et là nous retrouvons un passage cité plus haut de Foucault, avant Descartes, un sujet ne pouvait avoir accès à la vérité, à moins de réaliser d'abord sur lui un certain travail qui le rendait susceptible de connaître la vérité.
Je, donc Pierre Hadot, me sépare de lui lorsqu'il ajoute que, selon Descartes, pour accéder à la vérité, il suffit que je sois n'importe quel sujet capable de voir ce qui est évident. L'évidence s'est substituée à l'ascèse. Chaque méditation, précise à nouveau Pierre Hadot, est effectivement un exercice spirituel, c'est-à-dire précisément un travail de soi sur soi, qu'il faut avoir achevé pour passer à l'étape suivante. D'une manière plus générale, il ne me semble pas que l'évidence cartésienne soit accessible à n'importe quel sujet. C'est exactement comme la discipline stoïcienne de l'assentiment. Et, comme dans le stoïcisme, elle n'est pas accessible indifféremment à n'importe quel esprit, car elle exige, elle aussi, une ascèse et un effort qui consiste à éviter la précipitation. Nous le voyons. Là où Foucault voyait un tournant de l'ascèse à l'évidence, Hadot voit au contraire une permanence, l'évidence conçue comme ascèse. Contrairement à Foucault, Hadot ne pense pas que la méditation change profondément de fonction avec Descartes, en faisant passer d'une conception de la spiritualité à une autre. L'essentiel demeure de savoir que la philosophie ne peut être pensée autrement que comme un exercice de l'esprit visant à la transformation de soi. Il convient donc, à présent, de revenir au texte de Descartes et de Spinoza, pour mesurer ces effets de continuité et, éventuellement, de différence entre la philosophie moderne et la philosophie ancienne. Et nous partirons, comme y invite Pierre Hadot lui-même dans un autre passage que je n'ai pas cité, de la correspondance que René Descartes eut avec la princesse Élisabeth de Bohême dans les dernières années de sa vie. Si l'on considère les premières lettres que Descartes envoie à Élisabeth, force est de constater que la philosophie n'y joue pas de rôle pour la conduite de l'existence. Bien au contraire, Descartes s'efforce de bien séparer le domaine de la philosophie proprement dite de celui de la vie. C'est ce qu'il écrit dans cette lettre du 28 juin 1643. Les pensées métaphysiques, qui exercent l'entendement pur, servent à nous rendre la notion de l'âme familière. Et l'étude des mathématiques, qui exercent principalement l'imagination, en la considération des figures et des mouvements, nous accoutument à former des notions du corps bien distinctes. Et enfin, c'est en usant seulement de la vie et des conversations ordinaires, et en s'abstenant de méditer et d'étudier aux choses qui exercent l'imagination, qu'on apprend à concevoir l'union de l'âme et du corps. Pour bien clarifier ce que dit Descartes ici, nous pourrons le figurer sous la forme du tableau suivant. Vous pouvez voir ainsi très clairement la séparation de trois catégories. Métaphysique, d'une part, qui a pour objet l'âme, à laquelle on accède par l'entendement ou l'entendement pur. D'autre part, mathématique, qui nous permet d'accéder à la notion du corps par le biais de l'imagination, une autre faculté de l'esprit. Et enfin, la vie ordinaire et les conversations ordinaires de la vie courante qui nous permettent, par le biais cette fois-ci des sensations, d'atteindre l'union du corps et de l'âme. Dans ce cadre, la philosophie ne constitue qu'une petite partie de la vie. Davantage, comme il l'exprime d'ailleurs après dans cette même lettre, la philosophie serait
nuisible, si l'on devait y consacrer toute son existence. Voilà ce que Descartes écrit. Comme je crois qu'il est très nécessaire d'avoir bien compris une fois en sa vie les principes de la métaphysique, à cause que ce sont eux qui nous donnent la connaissance de Dieu et de notre âme, je crois aussi qu'il serait très nuisible d'occuper souvent son entendement à les méditer, à cause qu'il ne pourrait si bien vaquer aux fonctions de l'imagination et des sens. Ce que dit Descartes ici, c'est que l'essentiel de l'existence humaine, celle qui se préoccupe de ce qui touche à l'union de l'âme et du corps, voire éventuellement au corps seul, se fonde sur ce que chacun éprouve toujours en soi-même sans philosopher, comme il l'écrit plus loin. On remarquera aussi que dans ce texte, la méditation, comme il l'écrit, est explicitement rapprochée de la seule activité de l'entendement pur, et que si elle constitue bien un exercice, selon les termes mêmes du texte, là aussi, il s'agit d'un exercice au même titre que les mathématiques consistent en un exercice de l'imagination ou que la vie ordinaire est un exercice des sensations. Ainsi, contrairement d'une certaine manière à ce que disaient Hadot et Foucault, en tout cas dans ce texte, les notions de méditation et d'exercice ne sauraient à elles seules attester de la continuité du modèle ancien de la philosophie comme mode de vie chez Descartes. Toutefois, il se trouve que, sans doute d'ailleurs sous l'influence des échanges avec la princesse palatine, Descartes va sensiblement évoluer dans ses formulations. Tout d'abord, dans la lettre préface aux principes de la philosophie, dédiée justement à Élisabeth, Descartes place la morale au sommet de l'arbre de philosophie. J'entends la plus haute et la plus parfaite morale qui, présupposant une entière connaissance des autres sciences, est le dernier degré de la sagesse. Comme l'interprète Élisabeth elle-même dans une lettre du 1er août 1644, en plaçant cette nouvelle morale sur les fondements de la logique et de la métaphysique, Descartes invite à faire de l'entendement lui-même, et non plus des sensations, la règle de la vie, ce qui contraste fortement avec ce qu'il écrivait, ne serait-ce que près d'un an plus tôt, en juin 1643. Davantage, Descartes fixe désormais à la philosophie, qui n'est donc plus réduite seulement à sa fonction métaphysique, la mission de nous conduire au bonheur. Voici ce qu'il écrit dans une lettre du 21 juillet 1645. « Je n'ai point d'autre sujet pour vous entretenir que de parler des moyens que la philosophie nous enseigne pour acquérir cette souveraine félicité que les âmes vulgaires attendent en vain de la fortune et que nous ne saurions avoir que de nous-mêmes. » Et il précise même, l'un de ces moyens, qui me semble des plus utiles, est d'examiner ce que les anciens en ont écrit, et tâcher à renchérir par-dessus eux, en ajoutant quelque chose à leurs préceptes, car ainsi on peut rendre ces préceptes parfaitement siens, et se disposer à les mettre en pratique. Si l'on comprend bien ce que Descartes écrit ici, il s'agit tout simplement d'une invitation à revenir aux anciens, si l'on veut trouver le modèle d'une conception de la philosophie comme moyen d'atteindre le bonheur, ce que, précisément, Descartes et Élisabeth recherchent. Quel contraste, comme vous le voyez, avec l'image souvent revendiquée par Descartes d'ailleurs lui-même, d'un auteur farouche défenseur d'un esprit moderne débarrassé de tout le fatras conceptuel de l'Antiquité. On notera d'ailleurs
que Descartes invite à prendre les livres des anciens avec prudence. Il faudra opérer certains amendements. Mais l'essentiel semble être que la philosophie, toute moderne qu'elle soit, renvoie bien en dernier ressort à la matrice de l'Antiquité, et en particulier à cet élan vers la sérénité qui la guide fondamentalement. Ce premier infléchissement notable, qui remet la question de la manière de vivre au cœur de la philosophie, conduit à un deuxième infléchissement de fond. Descartes n'avait jusque-là développé comme base de la vie qu'une morale par provision, comme il l'écrivait dans le discours de la méthode de 1637, et qui suivait l'idée que l'on retrouvait dans sa lettre de juin 1643, selon laquelle l'existence se conduit au gré de l'expérience, au gré des sensations, éventuellement de l'imagination, mais certainement pas de l'entendement pur servant à la méditation. Or, tout en prétendant renvoyer aux 3 règles du discours, Descartes, dans la lettre du 4 août 1645 à Élisabeth, reformule profondément cette morale. Premièrement, à la place de l'obéissance aux lois et coutumes du pays, et surtout du suivi des opinions les plus modérées que l'on trouve donc dans le discours de la méthode, la première règle s'exprime ici, dans cette lettre, comme le fait de, je cite, « se servir le mieux qu'il lui est possible de son esprit pour connaître ce qu'il doit faire ou ne pas faire en toutes les occurrences de la vie. » Deuxièmement, dans la deuxième règle, la vertu est définie comme la ferme et constante résolution d'exécuter. Là, on retrouve la formulation du discours de la méthode. Mais là, on va retrouver une divergence, car il ne s'agit pas des opinions les plus probables, même douteuses, selon l'expression du discours, mais tout ce que la raison lui conseillera, sans que ses passions ou ses appétits l'en détournent. Enfin et troisièmement, concernant donc la troisième règle, il reformule le fait de tâcher toujours plutôt à me vaincre que la fortune et à changer mes désirs que l'ordre du monde, ces fameuses expressions du discours de la méthode, il les reformule donc en « pendant qu'il se conduit ainsi, autant qu'il peut, selon la raison, tous les biens qu'il ne possède point sont aussi entièrement hors de son pouvoir, les uns que les autres, et que, par ce moyen, il s'accoutume à ne les point désirer. » Comme Descartes y insiste, c'est ce que j'ai souligné en le lisant, c'est ce que nous avons souligné en gras, à l'expérience et au sens commun se substitue la raison dans la conduite de sa vie. C'est d'ailleurs ce qu'il exprime de la manière la plus claire dans la conclusion de cette fameuse lettre. Il faut avouer que la plus grande félicité de l'homme dépend de ce droit usage de la raison, et par conséquent que l'étude qui sert à l'acquérir est la plus utile occupation qu'on puisse avoir, comme elle est aussi, sans doute, la plus agréable et la plus douce. Ainsi, la morale par provision est remplacée par la morale de la raison. Le bonheur peut et doit se conquérir par l'étude de la philosophie. C'est l'appropriation du mode de pensée propre à la philosophie, c'est-à-dire l'usage incessant de l'entendement, qui peut permettre d'atteindre cette vie la plus agréable et la plus douce, qui n'est autre que la vie de philosophie. S'il est bien un passage où Descartes retrouve les anciens, c'est bien celui-là. Cette idée de la vie sous la conduite de la raison
se retrouve d'ailleurs dans le traité des passions de l'âme de Descartes, et en particulier à la fin de son dernier article, où il écrit « La sagesse est principalement utile en ce point qu'elle enseigne à s'en rendre tellement maître des passions et à les ménager avec tant d'adresse que les maux qu'elle cause sont fort supportables et même qu'on tire de la joie de tous. » Cette sagesse de la modération, telle qu'elle est décrite dans ce traité, dernier texte publié par Descartes, qui emprunte autant des stoïciens que des épicuriens, comme Descartes le confesse lui-même dans certaines lettres à Élisabeth, tend à devenir le cadre exclusif dans lequel l'auteur des Méditations métaphysiques place la philosophie. En d'autres termes, la finalité de la méditation n'est plus seulement la vérité, mais l'effet que cette recherche de la vérité a sur la vie. C'est ce que Descartes écrit dans plusieurs lettres à son ami Chanu, j'en cite quelques-unes. Au lieu de retrouver les moyens de conserver la vie, la médecine, j'en ai trouvé un autre, sous-entendu la philosophie, bien plus aisé et plus sûr, qui est de ne pas craindre la mort, sans toutefois, pour cela, être chagrin, avec une insistance, comme vous le voyez, sur la notion de joie dans cette vie. Ou encore, la considération de ces pensées, les pensées métaphysiques, fortifie l'esprit en l'exercice de la vertu, où l'on retrouve le lien avec la pratique, et qu'elle sert plus à nous rendre heureux qu'aucune autre chose qui soit au monde. Dans le même sens, dans sa dernière lettre à Élisabeth, Descartes écrira que son souhait le plus vif est de, je le cite, « retourner en ma solitude, hors de laquelle il est difficile que je puisse rien avancer en la recherche de la vérité », nous retrouvons la méditation, la philosophie, et c'est en cela que consiste mon principal bien en cette vie. La méditation comme appui à une vie heureuse. Alors que les aspects existentiels de la méditation étaient comme minorés quelques années plus tôt, ils deviennent progressivement absolument centraux. De la sorte, pour conclure sur ce point, on pourra dire, avec Foucault, que Descartes avait bien proposé dans un premier temps une forme de subversion du modèle méditatif ancien, en l'accent uniquement sur la connaissance du vrai sans effet pratique. Mais avec ado cette fois-ci. On pourra dire qu'il a retrouvé les aspects existentiels de cette pratique dans les dernières années de sa vie. De là à penser que c'est cette dernière conception qui doit être considérée comme le fin mot de la philosophie de Descartes, il n'y a qu'un pas, que j'aurais pour ma part tendance à franchir. Il n'y a sans doute pas d'écart aussi net qu'on le pense généralement entre l'approche ancienne de la philosophie, conçue comme recherche de la meilleure manière de vivre, et son approche moderne telle qu'inaugurée par Descartes. C'est ce que l'on vient de voir. Sans doute peut-on parler d'accents plus ou moins appuyés, selon les œuvres ou les moments de la vie de tel ou tel auteur. Et d'ailleurs, ce qui vaut pour Descartes vaudrait sans doute tout autant pour les auteurs de l'Antiquité, dont les ouvrages n'exhibent pas toujours la finalité éthique sous-jacente à l'entreprise philosophique, que ce soit les dialogues de Platon, les traités d'Aristote, ou ceux des épicuriens, des stoïciens, ou des sceptiques notamment. L'essentiel en revanche est de comprendre que, comme les vagues des marées reviennent sans cesse, avec une périodicité plus ou moins grande, c'est cette préoccupation fondamentale de la philosophie pour l'existence humaine concrète de ce qui s'y adonne qui revient. On pourra dire, dès lors, que la philosophie est profondément ancrée dans ce souci de la vie, même quand le navire s'éloigne vers les rives escarpées de la pure spéculation.
Pour conclure ce chapitre, il ne semble pas inutile de revenir vers un auteur qui n'a pour l'instant été qu'évoqué et qui incarne pourtant avec constance le maintien de la conception ancienne de la philosophie au cœur de la modernité. Il s'agit de Baruch Spinoza, l'auteur de la fameuse Éthique, publiée à titre posthume en 1677. Ce qui est particulièrement intéressant avec Spinoza est que de ses premiers textes jusqu'à ses dernières œuvres, il est sans cesse rappelé la fonction de la philosophie comme guide pour la vie. Cette fonction est rappelée sous diverses formes. Tout d'abord, à l'aune de ce que Descartes écrit dans la lettre préface au Principe, comme nous l'avons vu, Spinoza écrit explicitement, par exemple dans une lettre à son ami Bleidenberg, que l'éthique a son fondement dans la métaphysique et la physique. Deuxièmement, toujours comme chez Descartes, plutôt celui des passions de l'âme en l'occurrence, la vie sous la conduite de la raison est celle qui permet d'être heureux, comme Spinoza l'écrit, par exemple, dans ce passage du court traité, après avoir vu la multiple utilité de la croyance droite, nous nous efforcerons de remplir la promesse faite antérieurement, à savoir de rechercher si, par la connaissance que nous avons acquise de ce qui est bon, de ce qui est mauvais, de ce qu'est la vérité et la fausseté, et de ce qu'est de manière générale l'utilité de tout cela, si par là, dis-je, nous pouvons parvenir à notre santé, c'est-à-dire à l'amour de Dieu, en quoi consiste, comme nous l'avons observé, notre suprême félicité. La philosophie, conçue comme art d'user de l'opinion droite, c'est-à-dire l'opinion contrôlée par la raison, conduit l'homme à la santé de l'âme, c'est-à-dire à la félicité, au bonheur. Ce lien étroit entre philosophie et vie n'est pas chez Spinoza une conviction tardive, c'est plutôt l'inverse. Comme Spinoza l'exprime parfois, la philosophie a d'emblée pour lui une fonction thérapeutique vitale. C'est notoirement ce que le début du traité de la réforme de l'entendement, écrit à l'âge de 30 ans, énonce de la manière la plus claire. Je cite ce très beau texte qui permet de bien voir les choses. Après que l'expérience m'eut appris que tout ce qui se présente fréquemment dans la vie ordinaire est vain et futile, voyant que tout ce qui m'était objet ou cause de crainte n'avait en soi rien de bon ni de mauvais, sinon de ce que l'âme en était mue, je résolus enfin de rechercher s'il y aurait quelque chose qui fût un bien vrai et qui pût se partager, et par quoi seul, une fois rejeté tout le reste, l'âme fût affectée. Bien plus, s'il y aurait quelque chose qui fût tel que, une fois découvert et acquis, je jouisse d'une joie continuelle et suprême pour l'éternité. Cette recherche, c'est celle que mena Spinoza toute sa vie de philosophe. Le point de départ de la philosophie résida donc pour Spinoza dans une expérience éprouvée subjectivement, celle de la déception et de la tristesse, liée à la frustration de désirs non réalisés. Spinoza ancre ainsi la philosophie dans la vie la plus concrète, dans ce que tout un chacun a pu vivre. Surtout, il renvoie la philosophie à ce qui peut apparaître comme son origine et son principe essentiel, la quête du bonheur. Nous retrouvons mot à mot certains passages des philosophes de l'Antiquité que nous avons vus dans toutes les précédentes séances. Tout le début de ce magnifique opuscule de Spinoza, des paragraphes 1 à 17, propose une démonstration de l'inanité, de la vacuité des biens ordinaires que sont les plaisirs du corps, l'argent, les honneurs, face à la force du bien véritable découvert par la réflexion philosophique. Cette recherche du vrai, devant mener à la béatitude, fut l'effort constant de Spinoza.
Elle trouvera sa formulation magistrale dans son œuvre majeure, l'éthique, et en particulier dans sa dernière partie. Et je citerai ici les tout derniers mots de l'éthique qui permettent de revenir à nouveau sur ce point. Si maintenant l'on trouve très difficile le chemin que j'ai montré y mener, du moins peut-on le découvrir. Car comment pourrait-il se faire si le salut se trouvait sous la main et que l'on pût le découvrir sans grand labeur, que tous, ou presque, le négligent? Mais tout ce qui est remarquable est difficile, autant que rare. La voie philosophique vers le bonheur est ardue, mais c'est la seule qui vaille. Êtes-vous prêt à l'emprunter ?